Bonjour à tous, on vous retrouve sur ce Studio TV by Acuité au Cinemo pour parler de l'image négative de la profession dans les médias, en comprendre les tenants et les aboutissants. Si les attaques médiatiques ne sont pas nouvelles, elles se sont accélérées depuis plus d'un an contre les opticiens. En 15 mois, nous avons eu aussi plus de lois concernant notre secteur qu'il n'y en a jamais eu en 15 ans. Pour décrypter la situation, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Maroun, gestionnaire de crise, directrice conseil et analyste pour le cabinet Heydrich. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? En fait, mon métier, donc vous l'avez très bien annoncé, c'est d'intervenir à la fois en gestion et en communication quand les situations deviennent ingérables, c'est-à-dire quand des enjeux vitaux sont remis en cause pour une entreprise, une institution ou une profession. Alors, quand on vous a contacté la première fois, vous nous avez dit que vous aviez entendu obligatoirement parler de ce qui se passait en optique pour deux raisons. Un, parce que vous portez des lunettes. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater. Vous étiez au premier chef intéressé. Et puis, deuxièmement, également, en tant que citoyenne, par rapport à la solidarité qui régit notre système de santé. Exactement. Parce que derrière la question qui concerne le prix des lunettes, il y a d'autres questions à se poser qui sont à la fois celles relatives à la profession même d'opticien, mais aussi au taux de remboursement, au fait que mes lunettes, en fait, coûtent un tout petit peu à chacun d'entre vous. On sait que la situation est critique vis-à-vis des médias à force d'avoir un certain nombre de retours, d'articles négatifs dans la profession, tant à la télé que dans la presse magazine. Aujourd'hui, après 3 ans d'attaques forcenées de la part des médias, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose dans notre secteur ? Je dirais même qu'il faudrait faire quelque chose parce que en fait la crise c'est plus qu'un événement, d'accord ? Ce serait erroné que de croire que la crise naît et meurt avec une attaque médiatique. La crise c'est un peu au-delà, c'est tout un mouvement avec une cinétique qui peut être parfois très longue, et là vous parlez de 3 ans, il se trouve que dans d'autres professions on a été sur des crises qui ont duré 10 ans. Le problème c'est l'issue. Donc nous quand on intervient par exemple, on se demande déjà quelle va être l'issue, la sortie de la crise. Or, au moment où on parle, l'issue ne me semble pas gagnée d'avance. Et c'est en ça que je me dois, entre guillemets, de vous dire que vous êtes encore en situation de crise. Et justement, est-ce qu'il faut se demander comment est née cette crise et comment vous pouvez nous expliquer la naissance ? Oui, c'est absolument nécessaire. C'est cette phase qu'on va appeler la phase de compréhension. Parce que si on comprend mal ce qui s'est passé, on va répondre à côté. Croire par exemple que la crise est née uniquement sur les plateaux de télé ou par communiqué de presse, c'est limiter la réponse à des communiqués de presse ou à des interventions télé. Or, la médiatisation de certaines revendications, cette médiatisation n'est que le reflet de questions qui se posent par ailleurs. Donc, il est effectivement nécessaire de décortiquer, de faire l'autopsie, si vous voulez, de cette crise pour pouvoir répondre là où il le faut. Et en l'occurrence, là, les attaques médiatiques, je le répète peut-être, sont le symptôme de quelque chose qui est né en dehors des médias. Et qui est né comment ? Est-ce que les opticiens en seraient responsables ? Dans une situation de crise, je crois que chercher à définir un responsable, c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce que définir un responsable, c'est quelque part chercher un coupable et croire que si ce coupable est désigné et que son sort est fait, la crise sera résolue. À mon avis, le niveau des responsabilités est partagé. Vous appartenez à une chaîne qui est très longue. À partir du moment où on diagnostique un défaut de vision jusqu'au consommateur final, vous ne l'appelez pas patient parce que c'est quand même une profession médicale, mais pas que. Donc à cet usager final, à partir d'une chaîne qui concerne à la fois des producteurs, de la distribution et puis du conseil. Alors, est-ce qu'il y a un problème de communication entre les opticiens, la filière et les médias ?
Je ne me permettrai pas de juger de la communication qui est faite actuellement. Par contre, même comme consommatrice, comme citoyenne, vous l'avez dit, je peux vous faire un petit retour sur le retour, justement. Et le propre de la communication, c'est que c'est pas de l'information. C'est-à-dire, ça se fait pas dans un sens unique. Il y a à la fois ce que vous allez dire, mais il faut aussi avoir l'oreille pour écouter comment le message passe. Et à mon sens, si aujourd'hui la communication pêche, c'est pas par les moyens que vous mettez, c'est pas forcément par la stratégie, c'est surtout parce que le client final et puis d'autres acteurs de cette chaîne qui est très longue ne sont pas assez peut-être écoutés. Oui, parce que c'est vrai que dans cette chaîne, on part de l'ophtalmologiste, du médecin, ensuite de l'opticien, les fabricants, montures, verres sont impliqués, la sécurité sociale, donc le patient bien sûr, le client porteur, les complémentaires santé. Donc c'est vrai que la chaîne est longue, quoi. Exactement. Alors, en fait, c'est à la fois une chaîne qui fait qu'à la fin, moi, j'ai ces lunettes qui me vont très bien, mais c'est aussi autant de parties prenantes qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliquées dans cette crise. Parce que la remise en cause, on a tort, à mon avis, de la limiter à cette question du prix des lunettes. C'est presque un paradoxe, puisque au final, on a beau dire que le prix est très élevé, au final, ça coûte pas très cher, puisqu'il y a les complémentaires santé, puisqu'il y a le remboursement sécurité sociale. Au final, le prix, c'est certes un angle d'attaque, je dirais, mais à mon sens, il reflète aussi peut-être un malaise vis-à-vis d'autres choses. Alors ce malaise, je ne sais pas si c'est malheureusement pour vous ou heureusement pour vous, mais on le retrouve dans d'autres professions qu'on a tendance à appeler protégées, à la fois concernant par exemple les pharmaciens, mais en dehors même du secteur de la santé, ça va concerner les notaires, voire d'autres métiers. Oui, comme on l'a vu avec le projet de loi Macron, qui souhaite régir les professions réglementées. Exactement. Et donc, au final, vous faites partie, je dirais, d'un ensemble, d'une stratégie politique, économique, voilà, d'une vision qui, quelque part, vous dépasse. Le risque, pour moi, serait qu'on vous dépossède de votre crise. Par ça, j'entends qu'à un moment, qu'on décide pour vous, et que vous n'ayez plus le choix que de suivre. D'accord, donc finalement, peut-on parler d'une crise d'image et de confiance, peut-être entre l'opticien et les médias, l'opticien et son porteur ? C'est une crise d'image, certainement, puisque son terrain se joue dans les médias. C'est une crise de confiance aussi, puisque pour le consommateur final, pour l'usager final, il y a ce besoin de chercher une alternative, ce qui veut dire que quelque part, la relation peut-être qu'il a avec son opticien est remise en cause. Très bien. Et donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire ? Peut-être que le temps est trop court pour dire ce qu'il faut faire, mais peut-être on peut dire quelles sont les bonnes questions à se poser. Ce qu'il faut faire, c'est déjà évaluer la situation. Évaluer la situation, c'est déjà déterminer, au-delà de l'événement en fait, qui se résume pour le moment à des attaques médiatiques et puis à des projets de loi, comme vous l'avez dit. Les bonnes questions vont consister à se demander, au final, qu'est-ce que vous chercherez dans votre communication, dans votre gestion de cet événement que vous considérez comme une crise et qui l'est, à mon sens aussi. Qu'est-ce que vous chercherez à protéger ? Et là, la réponse aussi est multiple. Donc, c'est identifier des enjeux. Voilà, l'idée c'est effectivement d'identifier les enjeux parce que sinon c'est prendre le risque de répondre à côté. Identifier les enjeux pour la filière de l'optique, ça va être identifier effectivement ce qu'on va chercher à protéger. Il y a les opticiens, vous l'avez dit, ils sont au centre de cette histoire. Il y a aussi les consommateurs, les usagers finaux. Je crois qu'il convient de protéger parce que, au final, une paire de lunettes, c'est pas qu'un accessoire de mode. Ce n'est pas un accessoire, c'est un dispositif qui vise à corriger une vision. Je vous l'apprends pas, hein, mais qui fait que on peut pas forcément jouer avec. Et puis, à mon avis, ce qu'il y a aussi à protéger, c'est la capacité d'innover. On se trouve
aussi le mot aujourd'hui, et c'est ce qui fait que en fait la profession avance. C'est parce que au quotidien il y a des personnes qui se posent des questions sur comment rendre les dispositifs qui corrigent la vue plus innovants, plus confortables, plus sûrs. Et en cherchant à protéger peut-être ces trois choses, je crois qu'il y a effectivement des actions à mener. Une fois qu'on a fait ces définitions, presque ce cahier des charges, comment faut-il s'organiser ? Qui doit parler ? Les syndicats, les enseignes, des porte-paroles ? C'est une question difficile, à la fois parce que dans une situation, en fait, en situation calme, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des interactions qui fonctionnent, par exemple entre diverses instances qui régissent une profession. Là où ça commence à ne plus fonctionner, c'est justement en situation de crise, parce que le porte-parole, par exemple, est quelque chose à définir. Or, il n'est pas à être vu comme un privilège. Le problème, c'est que derrière ce mot opticien, il y a, bon, c'est pas une masse homogène, je dirais. Il y a diverses tailles, il y a divers métiers aussi, il y a diverses façons de faire. Le territoire français n'est pas égal, la demande n'est pas égale, et c'est là où c'est compliqué. C'est qui va s'expliquer au nom de toute cette diversité. C'est en ça que ma réponse n'en est pas une. Puis par contre, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la réponse, elle est quand même donnée dans cette non-réponse que j'ai faite, qui est qu'il faut quand même une voix qui soit peut-être pas unique, parce que c'est pas la vision totalitaire, voilà, je crois qu'elle est un peu dépassée, mais une voix plutôt cohérente et qui, si elle se duplique par d'autres porte-paroles, puisse rester cohérente par rapport à une ligne directrice, par rapport à un message voulu. Alors, est-ce que vous parliez du CILMO, vous parliez de l'innovation qui avait lieu ici, et effectivement que chacun des exposants essaye d'amener chaque année. Est-ce qu'il n'y a pas un message à faire passer aux porteurs, à l'usager comme vous l'appelez, pour expliquer que l'opticien n'est pas simplement un marchand de lunettes ? Là, la balle est dans votre camp. En fait, nous, on ne demande que vous fassiez preuve de plus de pédagogie. Je dirais moins comme porteuse de lunettes, tout bêtement. Et effectivement, dans la communication, notamment en situation de crise, on pense qu'il faut absolument se focaliser sur des éléments de défense, parce que vous êtes remis en cause sur certains points. C'est vrai que la tentation peut être vainement de chercher à se défendre, c'est-à-dire à répondre parfois même au coup par coup, du tac au tac, à des attaques. Donc répondre immédiatement à une attaque n'est pas non plus une bonne chose. Je reviens à ce qui fait le dogme, je dirais, de la gestion et de la communication de crise. C'est cet horizon. De répondre au coup par coup, c'est se priver de construire une réponse durable vers la sortie de crise. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras à chaque réponse, ça ne veut pas dire qu'il faut courber les chines. L'idée, c'est quand même qu'une communication en situation de crise, c'est une communication qui va chercher à préserver donc vos enjeux vitaux, ces enjeux dont on a parlé au début, mais aussi à préparer la sortie de crise. Or, répondre au coup par coup, c'est malheureusement répondre sous le coup de l'émotion. L'émotion, ça va être par exemple la colère. Ça va être ce sentiment parfois d'incompréhension que vous pouvez avoir. C'est le sentiment qu'au final, à la fois les médias, les usagers, les autres professionnels sont des ingrats qui ne comprennent pas le rendu que vous voulez ou que vous faites au quotidien. Et donc, l'idée, c'est quand même de se donner les moyens d'évaluer la nécessité ou pas. En fait, c'est pas aux attaques, quelque part, c'est pas aux médias non plus, de vous dicter votre calendrier. Votre calendrier doit être préparé à l'avance et avec un objectif de sortie de crise. Et au final, les attaques, parfois, elles pourront presque servir puisqu'elles viendront vous donner l'opportunité de parler, mais ça, ce n'est possible si vous avez le planning, en fait, et un coup d'avance. En fait, il y a véritablement une stratégie à mettre en place. Exactement. Pour faire simple, oui.
Et donc les consommateurs font également partie de cette stratégie? Ils font partie à plusieurs égards. Premièrement parce que ils sont les consommateurs, comme vous l'avez nommé, c'est-à-dire c'est quand même un moteur de cette. C'est grâce aussi à leurs demandes, grâce aux usages qui font que l'innovation se fait, que la recherche de l'innovation se fait. Ça c'est au premier plan. Ça c'est sur le plan du métier, je dirais. Sur le plan de la communication, au final, c'est à eux que vous adressez, non pas aux médias, non pas même aux autres professions. C'est un ensemble quand même, et les consommateurs finaux font partie de cet ensemble. Donc peut-être les replacer à la place qui leur a été déjà donnée, et les écouter, c'est déjà les prendre en compte. Et est-ce qu'il faut leur donner la parole? On a vu des initiatives de la sorte, notamment par exemple dans l'industrie du médicament, qui a voulu remettre le patient au centre à travers toute une stratégie sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu des retours de cette opération du LEM, qui date d'il y a 3 semaines à peu près. Expliquez-nous alors ce qui se passe un petit peu. Donc le LEM, ça concerne le médicament? Là où ça concerne le médicament, c'est que en fait, pareil, vous savez, l'industrie du pharmaceutique est aussi remise en cause, dans la mesure où cet aspect profit est parfois questionné, et le LEM a eu l'idée de donner la parole aux patients pour expliquer à la fois leur maladie, mais aussi ce que ces médicaments peuvent apporter en termes de confort quotidien, voilà, et effectivement de leur donner la parole. Alors, leur donner la parole, c'est une chose, mais est-ce que l'opticien peut aussi leur diffuser un message à chaque fois qu'il remet une paire de lunettes? Est-ce qu'on peut déjà commencer à l'intérieur du magasin? Vous avez la chance, je dirais, d'avoir cette profession qui s'exerce avec la proximité, ce qui n'est pas le cas pour les professionnels unis sous le LEM, alors que l'opticien est quand même au centre de ce dispositif. Il est au plus près du consommateur, puisque c'est lui qui va faire essayer, ajuster la paire de lunettes ou conseiller les lentilles, voilà, on les oubliait aussi, etc., etc. Donc, en fait, c'est presque un avantage, mais c'est aussi c'est un enjeu assez important qui est que vous avez au final autant de porte-parole que d'opticiens sur le territoire. Et c'est là où la communication institutionnelle ou organisée ne suffira pas. Parce que si la communication organisée, officielle, dit quelque chose en disant par exemple que le métier c'est de préserver telle ou telle chose, et qu'un opticien exprime sa méfiance, voire son désaccord vis-à-vis de ça, moi je crois que les publics ont tendance à croire ceux qui sont au plus près d'eux, et dans ce cas c'est l'opticien. Or l'avantage c'est que les enjeux pour tous sont les mêmes. On peut croire que pas, parce que on va se dire que la taille par exemple de certaines structures peuvent les protéger de la crise. Là où je suis pas du tout d'accord, parce qu'en situation de crise, on le sait, c'est un constat sur les années de mon exercice mais aussi de mes études, qui est que en fait la taille à un moment ne protège plus. C'est pas parce que le chiffre ne protège plus, le nombre de salariés ne protège plus. Et au final, l'enjeu concerne à la fois le petit opticien, je dirais, dans un centre-bourg, qu'un réseau de distribution. Parce que les questions ne se posent pas vis-à-vis d'une marque, c'est vraiment une profession qui emporte les conséquences. Donc on a parlé du consommateur à l'instant. Les opticiens ont été amenés aussi à communiquer auprès de leurs parlementaires au travers différentes actions qui ont été mises en place par les syndicats ou des associations comme les opticiens lunetiers unis. Faut-il continuer à communiquer auprès de ces parlementaires, et comment s'y prendre ?
La place du politique dans cette histoire est très importante parce que à la fois il y a un système de santé unique en France qui fait que c'est un acquis qu'on veut absolument protéger, même si les prix parfois sont questionnés. Et au final, il y a un moment où le politique pourra effectivement se saisir de ces événements. Dans le métier, nous on appelle ça la normalisation extérieure. Je vais l'expliquer, c'est-à-dire qu'à la fin d'une crise, les décisions qui vont vous tomber dessus, excusez le terme, ne vont pas dépendre que de vous. Il y a des choses qui vont vous être imposées. C'est ce que fait actuellement le gouvernement à travers les différentes lois, par exemple. Et le problème, parce que différents métiers sont concernés, c'est un peu à qui ne saura pas gérer tout ça, qui paiera. Je ne dirais pas qui paiera pour tout le monde, hein, parce que les réformes sont faites aussi dans une stratégie qu'une élite politique a en vue. Hein. Mais le politique, les hommes politiques font partie de la chaîne et à ce titre, communiquer vis-à-vis d'eux, et pas à coup de communiqué de presse interposé, mais vraiment par une relation de confiance, est nécessaire, effectivement. Et comment les atteindre réellement, ces politiques ? Est-ce qu'ils sont en attente finalement de vote pour les élections ? Donc c'est pas ça, c'est pas que la démarche est un peu au-delà de ces aspects uniquement électoraux. Hein. Il y a je répète, il y a une vision politique qui fait que parfois, on peut pas reprocher à un parlementaire ou à un sénateur de ne pas avoir compris votre métier si vous n'avez pas pris le temps au préalable de lui expliquer en quoi ça consiste. Parce que lui, il reçoit sur son bureau, au final, par rapport à un même dossier, des informations, des vues qui viennent de différentes sources. S'il manque la vôtre, c'est ça qui fera que on vous dépossédera, je reviens sur cette idée, on vous dépossédera de cette crise. Et ce qui n'est pas pour autant un privilège, mais qui est un devoir, qui est de gérer la remise en cause du métier, ne vous appartiendra plus. Et pour moi, c'est ça le principal risque. Et là, donc, finalement, vous disiez qu'on était aujourd'hui au bout du fusil, en fait, qu'un certain nombre de professions, notaires, pharmaciens, huissiers, et que c'est celui qui serait le moins bien organisé qui souffrirait le plus. C'est ça que j'ai bien compris ? Je crois bien. En même temps, ça reste un avis, ce que je dis. La question concerne effectivement plusieurs professions. Et à un moment, il y a des décisions à prendre, il y a des amendements, il y a des lois qui doivent passer. Et donc, quelque part, c'est à vous de vous organiser pour défendre votre profession. Après, vous ne pouvez pas reprocher à ceux qui décident d'avoir décidé à votre place si vous n'avez pas pris le temps, pris les moyens de vous organiser et de décider. Donc toute cette communication de crise, ce n'est pas forcément évident à mettre en place et ça doit certainement demander aussi un financement. En termes de budget, est-ce que c'est important pour les entreprises ? Je sais. Dans beaucoup d'entreprises, je parle bien d'entreprises et pas de profession, là, le budget crise est toujours prêt. Souvent, pour connaître beaucoup d'entreprises, souvent il est dans un écart dans le budget communication. Par exemple, là, on se dit peut-être que j'aurais besoin de faire un communiqué ou autre et le budget est prévu pour ça. Je ne crois pas que ce soit une question de budget parce que de toute façon, je reviens sur le financement de la communication, sur les budgets de communication, ils sont là. Je crois que il est nécessaire, bien sûr, de se poser la question, mais je ne crois pas que ce soit l'élément le plus important dans la démarche. D'accord. Vous parliez également tout à l'heure de normalisation avec l'intervention du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore s'accentuer et s'aggraver pour la profession ?
Je ne veux pas faire de prévisions, c'est pas mon métier. Mon métier, il consiste en fait à évaluer des enjeux et on appelle ça scénariser ou anticiper, c'est-à-dire dire voilà ce qui pourrait à partir d'un point découler. Le problème, c'est que quand on scénarise, on prend à la fois le scénario du mieux, qui est que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais aussi le scénario du pire, dans lequel effectivement vous perdrez la main sur cet aspect-là. Si la situation peut s'aggraver en suivant le scénario du pire, malheureusement oui, parce que les décisions ne sont pas définitive et que la chaîne, voire même la spirale peut être parfois fatale. Et pour mettre en place une organisation pour retourner la situation, il faut envisager quel laps de temps, quel délai? Vous m'arrêtez si je me trompe, si vous ne partagez pas mon avis, mais pour le moment j'ai l'impression que c'est plutôt calme. Que les attaques, c'est pas la période où les attaques atteignent leur apogée. Et comme on dirait, on prépare la guerre en temps de paix. Et je crois que c'est dans les périodes calmes que vous avez le mieux les facultés à la fois émotionnelles, intellectuelles, mais aussi de temps, parce que ça demande un investissement en termes de temps et de moyens humains, de préparer ce qui, à la fois une riposte, si vous voulez, et les éventuelles attaques qui pourraient arriver encore. D'accord, donc en fait en vous écoutant, on a quand même un vent d'optimisme pour la profession, c'est-à-dire qu'il est toujours temps d'agir, si j'ai bien compris. Il est plus que temps d'agir. Il est plus que temps. Je ne suis pas sûre de tenir le même discours dans quelques mois. Parce que d'ici là, je ne sais pas quelle loi aurait été votée, quel modèle économique serait apparu et validé, parce qu'au final, c'est les consommateurs qui valident des modèles de diffusion nouveaux. Et donc, d'ici quelques mois, je ne saurais pas vous dire s'il est temps encore ou pas. Mais aujourd'hui, en faisant une évaluation assez light quand même de la situation, on peut se dire qu'il y a encore des choses à faire. Il y a la possibilité de faire. Par contre, il y a des prérequis aussi. L'idée, c'est pas que, il n'y a pas que la volonté dans cette histoire. Alors, est-ce que vous seriez prête à relever le défi pour nous amener la profession sur le terrain de la reconquête de la confiance ? Écoutez, en lisant les intitulés des différentes interventions, il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle, je crois, qui clôturera la série de plateaux qui porte sur l'excellence, sur la filière d'excellence, je crois. Et au final, quelque part, vous avez à peu près déjà la réponse. Nous, dans le métier, on appelle ça faire un projet latéral, c'est-à-dire changer l'angle de vue de la crise. Pour le moment, vous êtes attaqué sur les prix, sur la fonction même, sur le cœur de métier même de l'opticien. Et au final, s'il y a des choses à faire, c'est avant tout un défi pour vous de pouvoir parler avec une voix très cohérente, et puis celui ou celle qui vous accompagnera n'aura pas forcément un défi si la décision vient de chez vous. D'accord, donc on commence à être sur des rails, sur la bonne voie selon vous. Et effectivement, le plateau dont vous parlez, c'est demain après-midi à 16h sur cette notion de mise en place d'une filière d'excellence qui intègre non pas une mise en place horizontale, mais verticale, où on part de l'ophtalmologiste, en passant par les fabricants, les fournisseurs, ceux qui sont ici, pour aboutir au client final, et en passant bien sûr par l'opticien. C'est ce qu'on se disait en tout début d'entretien. C'est que la chaîne est longue et il y a beaucoup de parties prenantes. Donc au final, vous n'avez pas l'exclusivité de la parole. L'idée, c'est de pouvoir organiser tout ce monde autour d'une définition commune déjà de la crise, savoir qu'est-ce qui est remis en cause, des enjeux
que vous chercherez à protéger, qui peuvent être différents, hein, parce que au final, je ne sais pas si c'est peut-être pas très correct de le dire, mais derrière la profession, il y a aussi des entreprises concurrentes avec des objectifs qui ne vont pas pour tout le monde. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir préserver ça, parce que c'est pas parce que vous êtes tous attaqués que chacun doit, comment dire, être... le terme transparent me vient à l'esprit, même s'il est souvent connoté positivement, mais dans un secteur où la concurrence est là, le terme transparence veut aussi dire ce qu'il veut dire, qui est qu'il y a aussi des spécificités de chacun qu'il s'agit de préserver. En tout cas, Nathalie Maroun, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci de m'avoir accueillie. Je vous en prie. On se retrouve dès 11h30 pour une émission consacrée entièrement aux montures de créateurs sur le Studio TV by Acuité. Merci.